Ce choix purement volontaire du mal, et cette inclination déterminée pour le mal, paraîtrait inconcevable si nous ne considérions pas la composition de l'Assemblée nationale. Je ne parle pas de la forme de la Constitution, qui telle qu'elle est mérite assez qu'on y trouve à redire, mais des matériaux qui la composent pour la plus grande partie, ce qui est d'une conséquence 10 000 fois plus grande que toutes les formes du monde. Si nous ne connaissions rien de cette Assemblée que par son titre et par ses fonctions, aucune couleur ne pourrait rien offrir d'aussi respectable à l'imagination. À ce seul aspect, un observateur, subjugué par une image aussi imposante que celle de la vertu et de la sagesse de tout un peuple réuni dans un seul foyer, hésiterait et s'arrêterait même avant de condamner les choses qui le feraient le plus au premier aperçu. Au lieu de leur paraître blâmables, elles leur sembleraient plutôt mystérieuses. Mais aucune dénomination, aucun pouvoir, aucune fonction, aucune institution humaine quelconque ne peuvent rendre les hommes appelés à composer un système d'autorité, quel qu'il soit, différent de ce que Dieu, la nature, l'éducation et les habitudes de la vie les ont fait. Le peuple ne peut donner aucun pouvoir qui aille au-delà. La vertu et la sagesse peuvent bien être l'objet de leur choix, mais leur choix ne confère ni l'une ni l'autre à ceux sur lesquels se repose leur main consacrante. Ils n'ont pour de tels pouvoirs ni les ressources de la nature, ni les dons de la révélation. Après avoir lu en entier la liste des personnes qui composent le tiers-état et leurs qualités, rien de ce qui est arrivé ne pouvait me paraître étonnant. Parmi eux, en vérité, j'ai vu quelques personnes d'un rang distingué, quelques-unes d'un talent brillant, mais on n'aurait pas pu y trouver un homme qui eût aucune expérience pratique des affaires publiques. Les meilleurs étaient des hommes de théorie. Mais quelque distingués que fussent quelques-uns d'entre eux, c'est la substance et la masse d'un corps qui constituent son caractère et qui déterminent à la fin sa direction. Dans tous les corps, il est reconnu que ceux qui veulent conduire sont en même temps soumis à la nécessité de ne faire souvent que suivre eux-mêmes. Il faut qu'ils conforment leurs propositions au goût, au talent et à la disposition de ceux qui ont le dessein de conduire. C'est pourquoi, dans une assemblée vicieusement ou faiblement composée, dans sa plus grande partie, il n'y a qu'un degré de vertu éminent, tel qu'on en voit peu dans ce monde, et que par conséquent il ne faut jamais calculer, qui puisse empêcher les hommes de talent qui y sont clairsemés d'être autre chose que les instruments habiles de projets absurdes. Si, comme cela est plus que probable, au lieu de ce degré bien rare de vertu, il devait être animé par une ambition sinistre et par la soif d'une gloire trompeuse, alors la partie faible et mal composée de l'assemblée à laquelle il s'était conformé d'abord devient à son tour la dupe et l'instrument de leur dessein. Dans ce trafic politique, ceux qui dirigent seront obligés de se ployer à l'ignorance de ceux par lesquels ils se font suivre, et ceux qui suivent seront subordonnés aux desseins coupables de ceux qui conduisent. Dans les assemblées publiques, si l'on voulait pouvoir garantir jusqu'à un certain degré la sobriété des propositions de ceux qui les guident, il faudrait qu'ils respectassent, qu'ils craignissent, peut-être même jusqu'à un certain point, ceux qu'ils conduisent. Il faudrait, pour que ceux-ci ne fussent pas eux-mêmes tout à fait conduits en aveugle, que le plus grand nombre de la bande fût capable du moins d'être juge, s'il ne l'est pas, d'être acteur. Il faudrait aussi que ces juges eussent par eux-mêmes quelque poids et quelque autorité naturelle. Rien ne peut faire espérer de voir régner dans de telles assemblées une conduite modérée, à moins que ceux qui les composent ne soient respectables sous les rapports de leur rang, de leur propriété, de leur éducation et de toutes les habitudes qui perfectionnent et qui élèvent l'entendement. La première chose qui me frappa dans la convocation des États généraux, ce fut l'abandon de leur ancienne forme. Je trouvais la représentation du tiers-État composée de 600 personnes, nombre égal à celui des deux autres ordres. Si les ordres avaient dû agir séparément, le nombre, à cela près de la dépense, n'aurait pas été d'une grande importance. Mais quand il devint probable que les trois ordres seraient confondus en un seul, la politique et l'effet nécessaire de cette représentation nombreuse devinrent évidents. La moindre désertion de l'un ou de l'autre des deux ordres devait nécessairement réunir tout le pouvoir dans le tiers.
En effet, tout le pouvoir de l'État se trouva bientôt confondu dans ce corps. Sa composition intrinsèque devint alors de la conséquence la plus grande et la plus infinie. Jugez de ma surprise, monsieur, lorsque je trouvai que cette très grande proportion de l'Assemblée, j'ose dire la majorité des membres effectifs, était composée de gens de loi. On n'y a pas appelé ces magistrats distingués qui avaient donné à leur pays des gages publics de leur savoir, de leur prudence et de leur intégrité, de ces avocats célèbres qui font la gloire du barreau, de ces professeurs renommés dans les universités, mais pour la plus grande partie, les membres les plus inférieurs et les plus ignorants de chaque classe, en un mot, les mécaniciens de la profession. Il y avait quelques exceptions dignes de remarque, mais la composition générale était formée d'obscurs avocats de province, de clercs de petites juridictions locales, de procureurs de village, de notaires, et de toute la bande de tous ces officiers de la litige municipale, grands fomentateurs et directeurs des petites guerres de vexation de village. Dès que j'eus jeté les yeux sur cette liste, je vis clairement, et presque comme si cela était fait, tout ce qui allait arriver. Le degré d'estime qu'on accorde généralement à une profession est assez communément la mesure de celle que ceux qui l'exercent prennent d'eux-mêmes, quelque mérite personnel qu'aient pu avoir beaucoup d'hommes de loi. Et dans un grand nombre, il a été certainement très considérable. Il faut avouer que dans cette monarchie vouée à l'honneur des armes, la magistrature n'était pas la profession la plus considérée. Si l'on accepte les plus élevés d'entre ceux qui se vouaient à cet état, lesquels réunissaient souvent à l'exercice de leurs fonctions l'éclat de la naissance, et qui furent revêtus de grands pouvoirs et d'une grande autorité. Ceux-ci furent indubitablement très respectés, et même ils aspiraient une certaine vénération mêlée de crainte. Les rangs inférieurs étaient moins considérés, et la partie mécanique ne jouissait d'aucun renom. Lorsqu'il arrive que l'autorité suprême soit confiée à un corps composé comme on vient de le voir, cela doit évidemment produire les mêmes conséquences que si on le remettait dans les mains de cette classe d'hommes qui, n'ayant jamais été dans le cas de contracter l'habitude de se respecter eux-mêmes, et de ces hommes qui, n'ayant à risquer aucune réputation acquise, ne peuvent pas faire espérer qu'on les voie soutenir avec modération ou faire agir avec discrétion un pouvoir qu'ils doivent être encore plus surpris de sentir dans leurs mains que les autres ne peuvent l'être de l'y voir. Qui pouvait se flatter que des âmes, subitement et comme par enchantement, arrachées du rang le plus subordonné, ne seraient pas enivrées par leur grandeur inattendue? Qui pouvait concevoir que des hommes qui sont habituellement fureteurs, entreprenants, subtils, actifs, dont les penchants sont litigieux et l'esprit inquiet, consentissent aisément à retourner à cette condition, anciennement la leur, d'une contention obscure et d'une chicane laborieuse, basse et stérile? Qui pouvait douter que, quoi qu'il en pût coûter à l'État, au gouvernement duquel ils n'entendaient rien, ils ne dussent être principalement occupés de leurs intérêts, qu'ils n'entendent que trop bien? Il n'y avait à tous ces événements ni hasard, ni futur contingent. Ils étaient inévitables, ils étaient nécessaires, ils étaient enracinés dans la nature même des choses, ils devaient se joindre, si leur talent ne leur permettait pas de conduire, au projet qui tendrait à leur procurer une constitution litigieuse, une constitution propre à leur offrir ce grand nombre de bons coups à faire qui se présentent toujours à la suite des grandes convulsions. Dans les révolutions d'un État, et particulièrement dans les grands et violents mouvements des propriétés, pouvait-on s'attendre à voir concourir au moyen de rendre les propriétés stables ceux dont l'existence a toujours dépendu du talent de rendre la propriété douteuse, ambiguë et incertaine. Par leur élévation soudaine, ils ont été transportés, il est vrai, au milieu d'une multitude d'objets bien agrandis par leurs facultés, mais leurs inclinations, leurs habitudes, leurs vues et leur manière de procéder doivent rester les mêmes. D'accord, dira-t-on, mais ces hommes devaient être contrebalancés et contenus par des hommes d'un autre ordre, par des hommes d'un esprit plus sobre et d'une intelligence plus étendue. Était-ce par l'autorité superéminente
et par la dignité imposante d'une poignée de paysans qui avaient séance à l'Assemblée, quoique quelques-uns ne sussent, dit-on, ni lire ni écrire, qu'ils devaient être tenus en respect? Était-ce par un aussi petit nombre de négociants qui, quoiqu'un peu plus instruits et plus distingués dans l'ordre de la société, n'avaient cependant jamais rien connu que leur comptoir? Non, ces deux classes étaient plutôt faites pour être subjuguées et dominées par les intrigues et par les artifices des gens de loi que pour devenir leur contrepoids. Avec une telle disproportion, le tout ne pouvait manquer d'être gouverné par les premiers. À la faculté de droit était mêlée une part assez considérable de la faculté de médecine. Celle-ci, pas plus que l'autre, n'avait pas été estimée en France autant qu'elle l'aurait pu l'être. Ces docteurs, par conséquent, devaient être classés avec les hommes qui ne sont pas habitués à se sentir avec une certaine dignité. Mais en supposant qu'ils se fussent placés au rang qu'ils devaient occuper, ainsi que les nôtres le font aujourd'hui, encore faut-il convenir que les ruelles des malades ne sont pas des académies où l'on forme des hommes d'État et des législateurs. Ensuite arrivent les marchands d'argent et de lettres de change, qui certainement devaient être fort empressés, à quelque prix que ce fût, d'échanger la valeur idéale de leurs papiers contre des fonds de terre qui en ont une un peu plus solide. Enfin, à tous ceux qui se joignirent des hommes de différents États, et dont on ne devait pas attendre plus de lumière ou plus d'égard pour les intérêts d'un grand royaume, et pas plus d'intérêt pour la stabilité d'aucune institution, de ces hommes faits pour être des instruments et non pas des contradicteurs. Telle était en général la composition du tiers-État de votre Assemblée nationale, dans lequel on pouvait à peine apercevoir la trace la plus légère de ce que nous appelons « the land interest », l'intérêt naturel des propriétaires fonciers. Nous savons que la Chambre des communes, sans fermer ses portes à aucune espèce de mérite dans aucune classe, est, par le concours certain de beaucoup de causes suffisantes et adéquates, composée de tout ce que la nation peut produire d'illustre par le rang, par la naissance, par une opulence acquise ou héréditaire, par des talents cultivés, et aussi de tout ce qui est distingué dans le militaire, dans le civil, dans la marine et dans la politique. Mais supposons, ce qui peut même à peine être le cas d'une supposition, que notre Chambre des communes fût composée comme l'est votre tiers-État en France. Pourrait-on supporter avec patience cette domination de la chicane, ou même la concevoir sans horreur? À Dieu ne plaise que je veuille rien insinuer d'avilissant contre cette profession qui est une espèce de prêtrise, dont le sacerdoce a pour objet les droits sacrés de la justice. Mais quoique je révère les hommes, quelle que soit leur fonction, et quoique je désire autant qu'aucun autre puisse le faire, qu'il ne soit exclu d'aucune, je ne peux pas pour les flatter donner un démenti à la nature. Ceux dont je parle sont bons dans la composition de l'ensemble, mais ils deviennent nécessairement pernicieux s'ils acquièrent une prépondérance assez marquée pour devenir à eux seuls l'équivalent du tout. S'ils sont doués d'une supériorité reconnue dans les fonctions qui leur sont propres, il est très possible que dans d'autres, ils soient très loin de là. Je ne puis m'empêcher d'observer à cette occasion que lorsque des hommes sont trop enfoncés dans les habitudes de leur profession, ils sont comme incrustés dans ce cercle étroit et toujours renaissant de leurs fonctions. Mais quant à celles qui dépendent de la connaissance du genre humain, de l'expérience des affaires de différentes natures, du coup d'œil qui embrasse et qui détaille à la fois tous ces grands objets variés et compliqués, soit à l'extérieur du royaume, soit dans son fort intérieur, qui concourent à former cette machine à mouvements infinis qu'on appelle État, je crois que loin de les y rendre propres en aucune manière, cela les en rend au contraire très incapables. Après tout, si la Chambre des communes pouvait n'être composée que de gens de profession et de métier, quel est le pouvoir de la Chambre des communes, circonscrit et borné comme il l'est par les barrières inébranlables de nos lois, de nos usages, de nos règles positives et de celles de pure pratique, contrebalancée comme elle l'est par la Chambre des pairs, et soumise à chaque moment de son existence à la volonté du roi, qui peut la continuer, la proroger ou la dissoudre à son gré. Le pouvoir direct et indirect de la Chambre des communes est certainement très grand, et puisse-t-il conserver longtemps en son entier cette grandeur et cet esprit qui appartient à la véritable grandeur.
ce qui sera aussi longtemps qu'il aura soin d'empêcher que les infracteurs des lois dans l'Inde ne viennent en donner à l'Angleterre. Cependant, le pouvoir de la Chambre des communes n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, en comparaison de cette majorité établie et inamovible de votre Assemblée nationale. Cette Assemblée, depuis la destruction des ordres, n'est plus soumise à aucune loi fondamentale, à aucune convention stricte, ni à aucun usage respecté par lesquels son pouvoir puisse être restreint. Tous ses membres, au lieu de reconnaître la nécessité d'agir conformément à une constitution déjà fixée, se sont revêtus du pouvoir de faire une constitution qui pût s'adapter à leurs desseins. Il n'est rien, ni au ciel, ni sur la terre, qui puisse leur servir de contrôle. Quelle tête ne faudrait-il pas avoir, quel cœur, quelle faculté, pour être capable, ou même pour oser non seulement faire des lois dans une constitution déjà établie, mais pour entreprendre de faire éclore d'un seul coup et tout à la fois une constitution neuve pour un grand royaume. Et pour chacune des parties de ce royaume, depuis le monarque sur son trône jusqu'aux moindres assemblées de paroisse. Mais les insensés se précipitent où les anges craignent de poser le pied. Dans une situation semblable, où le pouvoir est sans bornes, où les projets sont indéfinis et indéfinissables, le mal, résultant de l'inaptitude morale et presque physique des âmes qui exercent toute autorité, est le plus grand que nous puissions concevoir dans la conduite des affaires humaines. Ayant examiné votre tiers-état tel qu'il est dans son véritable cadre, j'ai jeté un coup d'œil sur les représentants du clergé. Ici, il m'a paru de même évident que l'on n'avait pas pris plus de précautions pour assurer les propriétés, ni pour s'assurer de l'aptitude que les députés pourraient apporter à leur fonction publique, à en juger par la qualité du choix. Cette élection a été conduite de manière à envoyer une nombreuse légion de curés de village travailler à cette besogne ardue de refondre un État, eux qui connaissaient à peine en peinture ce que peut être un État, eux qui ne connaissent rien de ce monde au-delà des bornes de leur obscure paroisse, qui, plongés dans la médiocrité, sans espérance de la voir finir, ne pouvaient regarder toutes les propriétés, soit séculières, soit ecclésiastiques, qu'avec des yeux d'envie, et parmi lesquels certainement un bon nombre, dans le faible espoir d'être appelés au partage d'un petit dividende dans le pillage, ne pouvaient pas manquer de se joindre bien vite à la première attaque, n'importe laquelle, que l'on voudrait donner au corps de la richesse publique, richesse à laquelle ils ne pouvaient jamais se flatter d'avoir part, à moins d'un pillage général. Au lieu de balancer le pouvoir des chicaneurs actifs du tiers-état, les curés ne pouvaient pas manquer de devenir les coadjuteurs, ou pour le mieux, les instruments passifs de ceux par qui ils étaient habituellement dirigés dans leurs petits intérêts de village. Pouvaient-ils être aussi les plus délicats de leur espèce, ces curés incompétents et ignorants, devenus tout à coup assez présomptueux pour rechercher par l'intrigue une commission qui, en les enlevant à leurs relations naturelles, les envoyait auprès de leurs embaucheurs et qui, en les plaçant hors de leur sphère d'activité, les destinait à la régénération du royaume. Cet autre poids prépondérant, ajouté à la force active du corps de la chicane dans le tiers-état, compléta ce momentum d'ignorance, de témérité, de présomption et d'avidité du pillage auquel rien n'a été capable de résister. Tout observateur aura vu dès l'origine que la majorité du tiers-état ainsi réunie avec la majorité du clergé ne pourrait pas manquer de devenir favorable aux projets et aux détestables desseins des individus qui, dans le premier ordre, poursuivirent la destruction de la noblesse. Ces déserteurs offraient un appât assez séduisant à tous leurs nouveaux prosélytes dans l'humiliation et dans la destruction de leur propre corps. Pour de tels faux frères, toutes les distinctions qui faisaient le bonheur de leurs égaux n'étaient pas l'objet d'un sacrifice. Lorsque des hommes de naissance se laissent aller à des mécontentements et se livrent à la turbulence, ils méprisent leur propre ordre en proportion du degré de bouffissure que leur donne l'idée de leur mérite personnel et que leur arrogance leur suggère. Un des premiers symptômes qu'ils donnent de leur amour-propre et de leur ambition pernicieuse, c'est le mépris avilissant d'une dignité qu'ils partagent en commun avec les autres. Le premier principe de toutes les affections publiques, on pourrait dire leur germe,
c'est d'être attaché à la classe de la société dans laquelle on vit, c'est de chérir le peloton auquel on appartient. C'est là le premier anneau dans l'enchaînement de toutes les affections qui nous émeuvent, soit pour notre patrie, soit pour le genre humain tout entier. Les intérêts de chaque partie de cette subdivision sociale sont un dépôt confié aux mains de chacun de ceux qui la composent. Et comme il n'y aurait que de mauvais citoyens qui puissent en protéger les abus, il n'y a que des traîtres qui puissent, pour leur propre avantage, vouloir les abandonner. Nous avons eu dans le temps de nos troubles civils en Angleterre, je ne sais si vous en avez aussi dans votre assemblée, quelques personnes telles que le comte de Holland d'alors, qui par eux ou par leur famille avaient fait naître des mécontentements contre le trône à cause des prodigalités dont une bonté infinie les avait rendues l'objet. Elles se joignirent aux rébellions dont elles avaient été la cause originaire. Elles aidèrent à renverser ce même trône auquel elles avaient tant d'obligations, auquel quelques-unes devaient leur existence, et d'autres le pouvoir dont elles se servaient pour perdre leur propre bienfaiteur. Veut-on mettre quelques bornes à la rapacité importune de ces sortes de gens, ou quelques autres sont-ils admis au partage des objets qu'ils convoitent, la vengeance et l'envie remplissent aussitôt le vide insatiable qui reste dans leur avarice. Troublés par la complication de tant de passions effrénées, leur raison s'égare, leur vue s'étendent et s'embrouille, inexplicable aux yeux des autres, l'incertitude est dans leur âme. Dans un ordre de choses bien établi, leur ambition désordonnée ne rencontre que les obstacles, mais dans les vapeurs et dans les brouillards de la confusion, le champ devient immense et les limites disparaissent. Lorsque des hommes de rang sacrifient toutes idées d'élévation à une ambition sans objet distinct et emploient des instruments vils pour parvenir à des fins basses, l'ensemble de leur ouvrage est vil et bas. Ne verra-t-on pas quelque chose de ressemblant à cela maintenant en France? N'y voit-on pas paraître quelque chose d'ignoble et de bas, quelque chose de chétif dans toute la politique dominante? Une tendance, dans tout ce que l'on fait, à précipiter toute la dignité et toute l'importance de l'État vers ce niveau au-dessous duquel sont tous les individus dont j'ai parlé. D'autres révolutions dans le monde ont été conduites par des hommes qui, en même temps qu'ils s'efforçaient et même qu'ils réussissaient à opérer des changements dans l'État, sanctifiaient leur ambition en rehaussant la dignité du peuple dont ils troublaient la paix. Ils avaient de grandes vues, ils se proposaient de gouverner et non pas de détruire leur pays. C'étaient des hommes qui avaient de grands talents civils et militaires, et s'ils ont été la terreur de leur siècle, ils en ont été aussi l'ornement. Ils n'étaient pas, comme des courtiers juifs, se disputant l'un l'autre à qui aurait l'honneur de réparer le mieux la ruine et les malheurs d'un pays, qui n'aurait été bouleversé que par leurs conseils, en proposant la circulation frauduleuse d'un papier discrédité. La flatterie adressée à un de ces grands hommes méchants du vieux coin, Cromwell, par un de ses parents, poète estimé de ce temps-là, fait connaître quel était le but de son ambition, et il faut convenir qu'il a eu un assez grand succès. Still as you rise, the state, exalted too, finds no distemper, whilst it's changed by you, changed like the world's great scene, when without noise, the rising sun, night's vulgar lights destroys. À mesure que vous vous élevez, l'État s'élève aussi. Ce n'est pas par l'effet d'un désordre qu'il est changé par vous. Il change comme la grande scène du monde, tandis que sans bruit, le soleil levant détruit les lumières vulgaires de la nuit. De tels perturbateurs ressemblent plutôt à des hommes qui se font jour pour parvenir au rang qui leur est indiqué par la nature, qu'à des usurpateurs. Leur élévation devait éclairer et embellir le monde. La main même qui, comme celle d'un ange exterminateur, frappa sur ces contrées, leur communiqua du même coup la force et l'énergie sous lesquelles elles souffraient. À Dieu ne plaise que je veuille dire que les grandes qualités de telles âmes dussent contrebalancer leurs crimes. Mais je dis seulement qu'ils étaient un correctif des effets qu'ils produisaient. Tel était, comme je l'ai dit, notre Cromwell. Tels étaient vos Guises, vos Condés et vos Coligny. Tels ont été les Richelieu qui, dans les temps plus calmes, ont agi dans l'esprit d'une guerre civile.
tels dans une meilleure classe, et dans une cause moins douteuse, ont été votre Henri IV et Sully, quoiqu'ils fussent nés au milieu des désordres civils et qu'ils en eussent une légère teinte. C'est une chose étonnante de voir avec quelle promptitude la France, aussitôt qu'elle a eu un moment pour respirer, s'est relevée des guerres civiles les plus cruelles et les plus longues qui aient été jamais connues dans aucune nation. Pourquoi ? Parce que dans leur massacre, ils n'avaient pas compris celui de l'esprit de leur pays. On n'avait pas éteint ce sentiment intérieur d'une certaine dignité. Cette noble fierté, cet instinct généreux de gloire et d'émulation. Au contraire, on l'avait excité, on l'avait enflammé. Les organes de l'État, quoiqu'endommagés, subsistaient encore. L'on avait conservé toutes les récompenses et toutes les distinctions qui encouragent l'honneur et la vertu. Mais votre confusion actuelle, comme une sorte de paralysie, a attaqué la source de la vie elle-même. Tous ceux qui parmi vous étaient faits pour n'être guidés que par un principe d'honneur sont disgraciés et dégradés. Ils sont morts au monde, excepté pour les tourments, les mortifications et les humiliations qu'ils auront à y éprouver. Mais cette génération de la noblesse sera bientôt éteinte. Celle qui la doit suivre ne pourra plus être distinguée des artisans, des paysans, des agioteurs, des usuriers et des juifs, qui seront à jamais leurs camarades et très souvent leurs maîtres. Croyez-moi, monsieur, ceux qui prétendent niveler n'égalisent jamais. Dans toutes les sociétés qui, nécessairement, sont composées de différentes classes de citoyens, il faut qu'il y en ait une qui domine. C'est pourquoi les niveleurs ne font que changer et qu'intervertir l'ordre naturel des choses. Ils surchargent l'édifice de la société en plaçant en l'air ce que la solidité de la construction devait faire placer à la base. Les associations de tailleurs et de charpentiers, dont la République de Paris, par exemple, est composée, ne pourront jamais s'élever à la hauteur des projets que vous avez fondés sur une usurpation qui est la pire de toutes, celle des prérogatives de la nature. Le chancelier de France, à l'ouverture des États généraux, a dit sur le ton d'une fleur de rhétorique que toutes les occupations étaient honorables. S'il avait envie de dire seulement qu'aucun emploi honnête n'était flétrissant, il n'aurait pas été au-delà de la vérité. Mais en disant que toute chose est honorable, nous sommes forcés d'admettre quelques distinctions. L'occupation d'un perruquier ou d'un chandelier, pour ne pas parler de beaucoup d'autres emplois, ne peut être pour personne une source d'honneur. L'État ne doit exercer aucune oppression sur des hommes de cette classe. Mais l'État en aurait une très grande à souffrir si, tels qu'ils sont collectivement ou individuellement, on leur permettait de le gouverner. Vous croyez qu'en faisant cela vous avez vaincu un préjugé? Vous vous trompez. Vous avez déclaré la guerre à la nature. Je ne vous conçois pas, mon cher monsieur. Comment pouvez-vous avoir cet esprit sophistique et captieux, ou cette obtusion peu candide, qui vous fait demander sur chaque observation générale, ou sur chaque sentiment, un détail explicite de tous les correctifs, de toutes les exceptions, tandis que la raison les fait présumer en faveur de toutes les propositions générales qui sont avancées par des âmes raisonnables. J'espère que vous n'imaginez pas que mon désir soit de voir le pouvoir, l'autorité et les distinctions accordées exclusivement à la naissance, au nom et au titre. Non, monsieur. Aux yeux du gouvernement, les seuls titres admissifs actuels ou présumés sont la sagesse et la vertu. Quelque part qu'on les rencontre, dans quelque état, dans quelques conditions, dans quelque profession et dans quelque métier que ce soit, elles ont reçu le passeport du ciel pour le rang et pour l'honneur. Malheur au pays qui condamnerait à l'obscurité tout ce qui est propre à illustrer un État et à l'environner de gloire. Malheur encore à ce pays qui, donnant dans un extrême opposé, regarderait une éducation servile, une manière bornée d'envisager les choses, des occupations mercenaires et sordides, comme des titres préférables pour commander. Toutes les carrières doivent être ouvertes pour tous les hommes, mais non pas indifféremment. Rien n'est plus mauvais que l'usage d'accorder des commissions partout ou par chance dans un gouvernement qui embrasse une grande multiplicité d'objets.
Rien de plus mauvais que l'usage des élections qui opère dans cet esprit de scrutin et de rotation. Ces moyens n'ont aucune tendance directe ou indirecte pour fixer ou pour placer chaque homme dans l'emploi pour lequel il est propre. Je n'hésite nullement à dire que la route qui conduit d'une condition obscure aux dignités et au pouvoir ne doit pas être rendue trop aisée. Si un rare mérite est la plus rare de toutes les choses rares, il devrait être mis à quelque épreuve. Le temple de l'honneur ne pouvait être mieux placé que sur une élévation. S'il est tout ouvert à la vertu, souvenez-vous aussi que la vertu n'est connue que par la difficulté des épreuves et par la constance de ses efforts. Pour que la représentation soit juste et adéquate dans un État, il faut qu'elle représente et ses talents, habileté et sa propriété. Mais comme le premier a une espèce de chaleur vitale qui tient à un principe entreprenant et actif, et comme la propriété, au contraire, est par sa nature paresseuse, inerte et timide, elle ne pourrait jamais être à l'abri des invasions de ce principe actif si on ne lui accordait pas dans la représentation un avantage au-delà de toute proportion. Elle doit être représentée aussi en grande masse d'accumulation. Autrement, elle ne serait pas assez bien protégée. L'essence caractéristique de la propriété, essence qui dérive des principes combinés de son acquisition et de sa conservation, est d'être inégale. C'est pourquoi les grandes masses qui excitent l'envie et qui tentent la rapacité doivent être mises hors de la crainte d'aucun danger. Alors ces grandes masses forment un rempart naturel qui met à l'abri toutes les propriétés moins grandes dans quelque proportion qu'elles décroissent. Une même masse de propriétés, lorsqu'elle est subdivisée par le cours ordinaire des choses entre un plus grand nombre d'individus, ne procure plus les mêmes avantages. Sa puissance défensive s'affaiblit à mesure qu'elle se subdivise par de tels partages. La portion de chaque individu est moins grande que celle que dans l'ardeur de ses désirs il peut se flatter d'obtenir en dissipant les grandes accumulations des autres. Si l'on faisait une distribution générale du pillage de quelques-unes de ces grandes masses, la position de chacun serait d'une petitesse inconcevable. Mais la multitude n'est pas capable de faire de tels calculs, et l'intention de ceux qui l'amènent au pillage n'est jamais non plus de faire cette distribution. Le pouvoir de perpétuer nos propriétés dans nos familles est une des circonstances les plus intéressantes et les plus importantes qui soient attachées à la propriété, une de celles qui contribuent le plus à la perpétuité de la société elle-même. Elle fait tourner nos vices au profit de nos vertus. Par ce moyen, l'on peut hanter la générosité sur l'avarice même. Les possesseurs des richesses d'une famille et des distinctions qui sont attachées à leur personne en cette qualité héréditaire, comme y étant les plus intéressés, sont les garants naturels de la transmission de toutes les propriétés. Chez nous, la Chambre des pairs est établie sur ce principe. Elle est entièrement composée de propriétés et de distinctions héréditaires. C'est pourquoi elle forme le tiers de la législature et qu'en dernier ressort, elle est le seul juge de toutes les propriétés dans toutes ses subdivisions. La Chambre des communes aussi, quoique ce ne soit pas ainsi nécessairement, est cependant par le fait composée en grande partie de la même manière. Laissez ces grands propriétaires devenir ce qu'ils voudront, quels qu'ils soient, et ils ont leur chance d'être parmi les plus recommandables, ils n'en seront pas moins, pour leur pis-aller, le lest du vaisseau de la chose publique. Car, quoique la richesse héréditaire et le rang qui l'accompagne soient trop idolâtrés par des flatteurs rampants et par les admirateurs aveugles et abjects du pouvoir, ils sont d'un autre côté trop témérairement méprisés dans les spéculations inconsidérées des faquins pétulants, présomptueux et à courte vue de la philosophie. Il n'est ni contre nature, ni injuste, ni impolitique d'accorder à la naissance quelque prééminence convenable, quelque préférence, pourvu toutefois que ce ne soient pas des attributions exclusives. On dit que 24 millions d'hommes doivent l'emporter sur 200 000. Cela est vrai si la constitution d'un royaume est un problème d'arithmétique. Cette manière de parler n'est pas impropre quand elle a le secours de la lanterne pour l'appuyer.
mais elle est ridicule pour des hommes qui peuvent raisonner de sang-froid. La volonté du grand nombre et les intérêts du grand nombre sont rarement la même chose, et la différence sera énorme si, en vertu de sa volonté, il fait un mauvais choix. Un gouvernement de 500 juges de village et de curés obscurs ne serait pas bon pour 24 millions d'hommes, eussent-ils été choisis par 48 millions. Il n'est pas meilleur d'être guidé par une douzaine d'hommes de qualité, qui n'ont obtenu le pouvoir dont ils jouissent qu'en trahissant leurs commettants. Aujourd'hui, vous semblez être, pour chaque chose, égaré de la grande route de la nature. La propriété de la France n'est plus ce qui la gouverne, et par suite de cela, la propriété est détruite et la liberté n'existe pas. Vous n'avez acquis jusqu'à ce moment qu'un papier-monnaie et une constitution d'agiotage. Quant à l'avenir, dites-moi, croyez-vous sérieusement que le territoire de la France, avec votre système républicain de 83 municipalités indépendantes, pour ne rien dire de plus de la composition de chaque municipalité, pourra jamais être gouverné comme un seul corps, ou mis en mouvement par l'impulsion d'un seul esprit? Lorsque l'Assemblée aura achevé son ouvrage, elle aura achevé sa ruine. Toutes ces républiques ne supporteront pas longtemps la suprématie de celle de Paris. Elles ne souffriront pas que celle-ci monopolise ainsi la captivité du roi et qu'elle gouverne l'Assemblée soi-disant nationale. Chacune voudra s'approprier une portion des dépouilles de l'Église. Aucune ne souffrira que ni les productions de son industrie, ni celles de son sol soient envoyées à Paris pour bouffir l'insolence ou pour alimenter le luxe de ses artisans. Elles ne reconnaîtront à tout ceci rien de semblable à cette égalité qui a servi de prétexte pour leur faire secouer le lien de fidélité qui les engageait à leur souverain et à l'ancienne constitution de leur pays. Dans celle que vous venez de créer, il ne peut y avoir de ville capitale. Vous avez oublié qu'en formant un gouvernement démocratique, vous aviez virtuellement démembré votre pays, que vous n'avez pas laissé à la personne que vous continuez à appeler roi la 100e partie du pouvoir nécessaire pour tenir ensemble cette collection de républiques. Celle de Paris fera tous ses efforts pour compléter la corruption de l'armée, pour perpétuer illégalement l'Assemblée, indépendamment du concours de ses différents commettants, comme un moyen de prolonger son despotisme. Cette même République de Paris fera tous ses efforts pour attirer tout à elle, en devenant comme le cœur d'une circulation illimitée de papier, mais ce sera en vain. Toute cette politique finira par paraître aussi faible qu'elle est actuellement violente. Si telle est votre situation actuelle, comparée à celle à laquelle vous étiez appelé, comme par la voix de Dieu et des hommes, je ne puis rien trouver dans mon cœur qui me porte à vous féliciter sur le choix que vous avez fait, ou sur les succès qui ont couronné vos efforts. Je ne serais pas plus porté à recommander à aucune autre nation d'imiter une conduite dirigée sur de tels principes et susceptible de semblables effets. J'abandonne cet avantage à ceux qui sont plus capables que je ne le suis de pénétrer plus avant dans vos affaires et qui savent mieux calculer leurs actions d'après leurs desseins.